Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Vous êtes peut-être déjà un habitué ou en passe de le devenir. Les camping-cars ont la cote auprès des Français. Les ventes s'envolent depuis la crise sanitaire. Une tendance que nous confirmera Moselle TV dès le début de ce journal. Sa passion à lui n'a rien d'une tendance. Les caméras de TL7 dans la Loire ont filmé la collection impressionnante d'un amoureux des années 60. Une plongée dans nos souvenirs à suivre dans quelques instants dans ce journal. Puis en fin d'édition, Via Occitanie nous emmènera dans les carrières titanesques de marbre du Languedoc. C'est ici qu'est extraite l'une des plus belles roches du monde. Un reportage époustouflant, vous le verrez dans un instant. Vous en avez croisé, c'est sûr, sur la route ou près de votre lieu de vacances. Les camping-cars, à la fois véhicules et logements, séduisent de plus en plus de Français. Leur côté pratique attire de nouveaux publics, malgré un coût d'achat qui peut être très élevé, vous allez le voir. Les immatriculations ont bondi de 23% en un an. Exemple en Moselle, avec ce sujet de Colline l'expert pour Moselle Télévision. Regardez. Séduit par ses premières vacances nomades durant la crise sanitaire, Daniel a depuis franchi le cap et acheté son propre camping-car. C'est la liberté, j'ai envie de faire du sauvage, je peux faire du sauvage, j'ai un panneau solaire, j'ai une autonomie de 100 litres, donc je peux prendre mes douches, j'ai du gaz, je peux me faire à manger. Ce qui m'a plu, c'est d'être à la mer. J'ai ouvert mon auvent, j'ai sorti mes deux fauteuils, et puis j'étais face à la mer à 20 mètres. Et ça, il n'y a pas de prix. Si le confort et l'évasion qu'offre le camping-car a su conquérir le cœur de Daniel, d'autres adeptes comme Corinne y voient surtout le moyen d'être dépaysés plus souvent. Un hôtel, on y va peut-être une fois dans l'année, 8 jours dans l'année, quand on peut se le permettre. Et jusque-là, il y a quelque chose dans le coin ou n'importe quoi, on saute dedans, on s'en va. Et ce sont plus de 500 000 camping-cars qui circulent en France. Le marché est en plein boom, avec 100 000 véhicules vendus l'année dernière, ainsi qu'un rajeunissement de la clientèle. Car en plus des habituels retraités, couples et familles se lancent aussi dans l'aventure, mais le secteur peine à satisfaire toutes les demandes. On a connu une belle augmentation de nos ventes, c'est un fait. Maintenant, on est aussi pénalisé par l'effet Covid aussi. Nos constructeurs ont du mal à s'approvisionner en châssis. Donc même si l'affluence de clients est là, certaines ventes malheureusement ne peuvent pas se faire à cause de ça. Des véhicules que ce concessionnaire vend en moyenne 65 000 €, auxquels s'ajoutent annuellement environ 650 € d'entretien et d'assurance. Mais ces frais ne découragent pas les vacanciers, toujours plus nombreux, comme au camping municipal de Metz. À l'heure actuelle, on a 65 places qui sont prises en grosse partie par les camping-cars. Nous avons prévu d'autres aménagements. Nous sommes en train de terminer l'aire de camping-car pour les gens qui ne désirent pas vraiment entrer dans le camping, qui veulent rester une seule nuit. On essaie tous les ans de s'améliorer, de faire de nouveaux travaux pour attirer de plus en plus les gens. Et pour ceux qui souhaitent s'essayer à l'aventure, de nombreux concessionnaires et particuliers proposent de la location, une option vers laquelle se tournera peut-être le fils de Daniel. Vous voulez me le prendre, mais je lui dis non, t'es encore un peu trop jeune. Le monde de l'automobile, vous le savez, est traversé par de nombreuses autres tendances. La plus emblématique d'entre elles, celle de l'électrique. À ce propos, connaissez-vous le rétrofit? Alors si ce mot ne vous dit rien, son concept pourrait lui vous intéresser. Il s'agit de transformer votre voiture essence ou diesel en véhicule électrique. C'est la promesse de rétrofit, une solution prisée avec la flambée des prix de l'essence et à l'heure de la transition énergétique. Un reportage en Bretagne de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. Cet utilitaire a plus de 10 ans et fonctionne sans bruit et pour cause, il est électrique. Idem pour cette 504 coupé de 1970. Des véhicules thermiques anciens qui n'ont plus de moteur essence, mais des batteries sous le capot. C'est le rétrofit. Le rétrofit avait été interdit depuis 1954 donc d'être faisable en France, avec un accord constructeur qu'il fallait pour pouvoir changer une motorisation. Et c'est ce que nous avons cassé en créant la filière du rétrofit électrique et en créant une réglementation avec le ministère des Transports, de l'écologie et tous les services d'homologation. La société qui installe ces moteurs électriques fait un tour de France pour convaincre des bénéfices du rétrofit. Le rétrofit séduit cette famille, prêt à en faire une activité professionnelle. Ça permet dans un premier temps d'éventuellement continuer à faire rouler des véhicules anciens qui donc ont des vieilles technologies et qui, à cause des nouveaux critères d'entrée en ville, n'ont plus le droit de rouler. Et donc ça peut éventuellement éviter de les laisser prendre la poussière dans un entrepôt. Autre avantage du rétrofit, son coût par rapport à l'achat d'un véhicule neuf, électrique, ce qui a séduit la banque partenaire du Tour.
Le rétrofit présente le grand avantage d'être moins onéreux que l'achat d'un véhicule neuf, à peu près la moitié. Et donc ça permettra à des populations qui ont des moyens plus limités d'accéder à un transport propre avec une solution de financement adaptée. Selon l'ADEME, le rétrofit représente un marché français potentiel d'1 milliard d'euros pour convertir 65 000 véhicules thermiques en véhicules électriques dans les 5 prochaines années. Voilà, et les voitures que vous allez voir désormais ne changeront sûrement pas de moteur tant elles sont précieuses pour leurs propriétaires. Xavier Horry est un passionné des années 60 et plus particulièrement des voitures de cette époque. Il en compte des dizaines dans son garage et la rédaction de TL7 a eu la chance de s'y rendre pour une remontée dans le temps, sans radar ni péage. Regardez ce reportage. En épicier, en agriculteur ou bien encore en adjudant-chef de la gendarmerie. Xavier Horry est peut-être bien le seul à pouvoir exercer tous ces métiers et en même temps. À 44 ans, ce fan des années 60 fait vivre tous ces personnages à travers sa passion, la collection de véhicules qui nous replonge dans les 60s. Dans son hangar à Ferney, Xavier Horry a entreposé tous ces véhicules. Près de 70 voitures y sont précieusement abritées. Dans sa collection, on est surpris d'abord par la dizaine de voitures de la gendarmerie. Bichonnées et repeintes pour certaines, le collectionneur aime jouer le gendarme de l'époque. C'est aussi un métier que j'aurais voulu faire. Tout à fait, donc voilà, là aussi on se rattrape. On se rattrape avec les véhicules, on se rattrape avec l'ambiance. On se rattrape via une association qui s'appelle la PTG pour lequel on travaille un petit peu avec la gendarmerie pour faire des expos, des choses comme ça. S'il n'a pu endosser l'uniforme, aujourd'hui il s'est bien rattrapé. 4L, estafette bleue, Peugeot 305 et bien d'autres encore. Et le collectionneur ne lésigne pas sur les détails. Ce bureau recrée l'ambiance d'une brigade dans les années 60. Avec tout le matériel d'époque, que ce soit tant au niveau du matériel, machine à écrire, téléphonie, plans divers, que les manuels de gendarmerie, que les procédures. Voilà. Les années 60, une époque qui fascine ce quadragénaire. Après avoir enfilé le costume de gendarme, il se met dans la peau d'un épicier. C'est à bord de cette estafette qu'il aurait tant aimé sillonner la campagne ligérienne. Là, c'est la peau de l'épicier. L'épicier, puisque ce véhicule a 6300 km, il est équipé comme une épicerie d'époque, qui passait dans les villages dans les années 60, il y a à peu près de quoi se nourrir, vous avez de quoi boire. Tracteur, mobilette, camion et même un corbillard complètent sa collection de voitures des années 60. Depuis 30 ans qu'il collectionne tous ces objets et engins qui roulent, Xavier Horry réalise quelque part un rêve d'enfant. Nostalgique des années yéyé, cette collection digne d'un musée amuse Xavier Horry. Aujourd'hui, il continue d'agrandir sa collection à un rythme beaucoup moins soutenu qu'à une époque. Mais son esprit grand enfant, lui, perdurera encore un bon moment. Dans 3 semaines, fini les vacances et retour sur les campus pour les étudiants, malheureusement. Nombre d'entre eux sont encore en recherche d'un logement pour débuter l'année scolaire. Dans les Yvelines, une colocation d'un nouveau genre existe depuis presque un an. Celle-ci accueille des jeunes femmes en situation de handicap mental. Une chance pour elles de partager des moments entre amis et de découvrir l'autonomie en dehors du foyer familial. Un reportage plein de bonne humeur de TV78, la chaîne des Yvelines. Voilà ma super chambre. C'est la maison du bonheur. Dans cette grande bâtisse flambant neuve, 7 femmes en situation de handicap mental cohabitent dans un esprit familial. Chacune dispose de sa propre chambre et salle de bain. Le salon, la buanderie ou encore la cuisine sont eux des lieux communs. Le matin, elles prennent le petit déjeuner et après elles partent pour aller travailler. Elles travaillent toute la journée. En revanche, leur handicap ne leur permet pas de vivre seules dans un appartement indépendant. 2 maîtresses de maison, aussi éducatrices spécialisées, se relaient pour les superviser, faire le lien avec les familles et proposer des activités. Jardinage, jeux de société, tâches ménagères, les 7 colocataires participent pleinement à la vie quotidienne. Le jardin, ça fait du bien parce qu'on se dépense, on se défoule. En faisant un jardinage, on oublie complètement où on a mal. Certains de essuyer et récupérer le courrier. Certains de la cuisine, vider la vaisselle, matin et soir. Une maison qui a comme objectif de leur offrir un maximum d'autonomie tout en brisant l'isolement lié au handicap. C'est comme une famille. Alors voilà, comme chez papa et maman, c'est pareil. On peut vivre, on peut rire, on peut partager, on peut avec la joie de vivre. On s'amuse, on rit, on pleure,
on fait des choses rigolotes. Une colocation, ce qui est sympa, c'est d'être avec ses amis, de pouvoir partager des vies, des moments conviviaux, pas se retrouver tout seul le soir pour dîner. Un habitat à taille humaine qui se présente comme une alternative aux foyers ou aux instituts spécialisés. Une colocation du même style existe également pour 7 jeunes garçons à Versailles. Sans transition, prenons la direction de la Martinique dans ce journal pour parler de savoir-faire et de transmission. Robert Perronnet est maître chef depuis 30 ans dans une rhumerie locale. Une expérience qui lui a permis d'acquérir des compétences très précieuses, vous allez le voir. Pas tout à fait à la retraite, le Martiniquais souhaite à présent transmettre ses connaissances à la jeune génération. C'est un portrait signé de Tom Gagnou pour la rédaction de Via ATV en Martinique. Dans les caves de l'habitation Clément, Robert surveille la fermentation de sa progéniture. Des centaines de fûts, d'où surgit une douce mélodie de bois. À l'intérieur, repose le précieux nectar, un rhum, qui repose depuis 6 mois. Ce rituel, le maître de chai l'exerce depuis plus de 30 ans. Plus aucun breuvage ne dupe son palais. On a un fût de bonne qualité et des arômes donc, déjà présents. On a complètement perdu le côté une note de rhum blanc après 6 mois. Une passion pour le rhum et un savoir-faire précieux. Robert ne pouvait partir sans le transmettre. Après 30 ans, effectivement, c'est énormément d'expérience. Il faut le transmettre pour que la marque puisse perdurer. Vous voyez sur la 31 là ? Oui. Même si le maître de chai a déjà cédé sa place, il veille au grain auprès des jeunes recrues. Kevin a intégré l'équipe de chai il y a 3 ans. C'est Robert qui lui a tout appris. 30 ans de carrière, c'est pas rien. C'est beaucoup de choses. Ça prend du temps aussi à apprendre. Donc il faut se coller à lui, je pense, pour avoir des connaissances. Aujourd'hui, la distillerie Clément compte plus de 70 cuves réparties dans 6 chais. Elle produit plus de 2 millions de litres de rhum par an. Un rendement acquis au fil des années. Robert a vu grandir l'exploitation. Il y a 30 ans, il n'y avait que ce bâtiment qui existait, donc le chai Omer Clément. C'est là-dedans que nous avions globalement un peu plus de 1500 fûts. Et le domaine ne cesse de s'agrandir. Une fierté pour celui qui y a consacré sa vie. L'homme part serein. Mais quelque chose nous dit qu'il n'en a pas encore fini avec le rhum. J'estime qu'il me reste encore plein de choses à apprendre. Donc vraiment, c'est un métier qui demande de la passion, mais on n'a jamais fini d'apprendre. Pour saluer son travail, les rhums Clément ont préparé une cuvée ultime au nom de Robert. Un rhum vieux d'excellence, fait par le maître lui-même, qui promet d'ensoleiller vos papilles. Voici maintenant une belle histoire de passation qui nous conduit désormais en Île-de-France à la rencontre d'une ancienne pépite du basket. Son nom c'est Cheikh Diop, qui a la trentaine aujourd'hui et qui a tutoyé de près les sommets de son sport avant de devoir renoncer à sa carrière professionnelle. Une mésaventure sportive qu'il raconte dans un livre récemment paru et auprès des jeunes de sa ville qu'il entraîne désormais. Reportage de Ryan Belli pour Via 95, la chaîne du Val d'Oise. Ils sont nombreux à courir après un même rêve, devenir basketteur professionnel. À Gonesse, ces jeunes joueurs sont formés par Cheikh Diop. C'est ici que le trentenaire a commencé le basket à l'âge de 7 ans. Sélectionné parmi les meilleurs joueurs franciliens à 14 ans, puis repéré par Ron Stewart, l'un des coachs de Tony Parker, Cheikh Diop a touché du doigt le niveau professionnel. Aujourd'hui, il prend en charge des entraînements au club de basket Est Val d'Oise avec l'envie de partager sa passion. Pour moi, transmettre aux plus jeunes, c'est primordial. Tout ce que j'ai appris dans le basket par les grands entraîneurs, c'est pas quelque chose que je garde en moi. Si je peux le transmettre à un joueur que j'ai vu faire une petite erreur et que cette erreur-là, on m'en a parlé, il faut que j'arrive à lui retranscrire, à lui retransmettre. Son parcours singulier, il le décrit dans une autobiographie publiée cette année intitulée « Les 69 péripéties ». Petits boulots précaires, problèmes financiers et blessures ont mis un frein à sa carrière, mais l'ancien joueur de niveau national garde en lui des valeurs à inculquer chez la nouvelle génération. Ce jeudi soir, à l'entraînement, des joueurs âgés entre 14 et 15 ans.
ils suivent à la lettre les conseils de leur entraîneur, passé par le centre de formation d'Orléans. Un modèle d'inspiration pour Darren, Eden et Cameron. C'est lui qui me motive. Il me permet de m'améliorer toujours plus et de me donner à fond à chaque fois, à chaque entraînement. C'est un bon coach. Il nous a entraînés. Franchement, c'était très bien. Il y avait de l'intensité, il y avait du niveau de jeu. Ça se voit qu'il allait devenir professionnel avant. Gendarme réserviste et employé dans une pépinière, Cheikh Diop espère à présent rebondir et passer les sélections pour faire partie de l'équipe nationale militaire de basket. Pour cela, il lui faudra réussir son concours interne, l'occasion de prendre une revanche sur un destin mouvementé. Lui n'est pas vraiment un sport, mais davantage un loisir. Le bivouac, le nom de ce jeu de plein air, ne vous dit peut-être rien. Il pourrait pourtant bientôt animer vos sorties au parc. Inventé par un Toulousain, ce jeu est un mélange de pétanque et de palais breton. 100% français. Le secret du bivouac est basé sur le lancer de morceaux de bois. Pour en savoir plus, écoutez les explications de son créateur au micro de nos partenaires de la Dépêche du Midi sur place. Donc bivouac, c'est un jeu qui allie chance et talent et il est composé de 8 palets qu'on appelle des bocs et d'un boc-maître ici présent. Donc du coup, le jeu oppose deux équipes, l'équipe bleue face à l'équipe rouge. Le but étant d'être l'équipe la plus proche du maître pour marquer des points, voire de grimper sur celui-ci pour maximiser le nombre de ses points. Mais attention à ne pas retourner ses palets, car sinon on va donner des points à l'équipe adverse. Voilà, cela demandera encore un peu de pratique pour bien maîtriser les règles du bebop, mais on va y arriver. Elle maîtrise, elle, la création d'abat-jour comme personne au monde. Dans les Vosges, une habitante est devenue une spécialiste des luminaires grâce à la confection d'abat-jour végétaux. Une passion devenue une profession avec une clientèle répartie dans toute la France et dans le monde entier. Un reportage d'Aurélie Colombel et d'Hélène Leplat à la rencontre de cette femme pour Vosges Télévisions. Panier à la main, Daniel fait le tour de son jardin. Cet écrin de verdure à Senonges, à proximité de Vittel, lui offre le terrain de jeu idéal pour sa cueillette. Alors ça, ce sont les meilleures, c'est celles qui donnent le meilleur effet, parce qu'elles ont un grain dans la feuille. Inspirée par le jardin de Berchigrange, cette ex-parisienne s'installe avec son époux dans les Vosges en 2013. Elle décore alors sa demeure avec des luminaires faits main en prenant des textiles de grands créateurs comme Pierre Fray et Canova. Si ces tissus sont tellement splendides, c'est parce qu'ils ont longtemps regardé la richesse des couleurs et la finesse des feuillages et des fleurs. Donc en fait, j'ai retrouvé un petit peu les sources de leur inspiration et j'essaye de rendre avec des feuillages le caractère précieux de ces grands tissus. De retour du jardin, Daniel laisse sécher au moins une semaine sa cueillette. Ensuite, les feuillages serviront dans la confection d'abat-jour et autres décors d'intérieur. Je suis une autodidacte, absolument. Ceci dit, j'ai travaillé il y a très longtemps dans la restauration de tableaux anciens. J'ai travaillé beaucoup sur les natures mortes et les tableaux de fleurs flamands du XVIIe. Et je pense qu'il y a des réminiscences. Un travail minutieux et des pièces uniques que Daniel a d'abord vendues à un cercle d'amis avant de monter sa propre société, Lazuli Biloba. Via la plateforme Etsy et son site internet, ces abat-jours sont achetés partout dans le monde. Américains et Danois semblent particulièrement intéressés, appréciant la qualité des tissus français. Celui-ci vient des ateliers Boussac. Un abat-jour dans un beau tissu, ça fait comme une sculpture lumineuse. Donc en fait, on peut entièrement meubler, décorer une maison ou un appartement avec des luminaires. Au vu de son succès, l'entreprise Lazuli Biloba ne demande qu'à grandir. Daniel recherche d'ailleurs un collaborateur pour créer des pieds de lampe inspirés par les végétaux. Allez, partons non loin de la Suisse pour découvrir l'un des plus beaux complexes hôteliers du monde. L'Évian Resort, situé en Haute-Savoie, est notamment connu pour son fleuron, l'Hôtel Royal. Sa vue sur le lac Léman constitue un atout impérissable malgré le temps. Aujourd'hui encore, cet hôtel accueille de nombreuses personnalités artistiques ou politiques. Victoria Lopez de la rédaction de 8 Mont-Blanc a poussé les portes de ce luxueux palace pour nous. Regardez.
Au début du XXe siècle, les bains de mer n'existaient pas. La bourgeoisie européenne raffole à l'époque des lacs et des eaux thermales. Pour l'accueillir, la Société des eaux construit un palace sur les hauteurs d'Évian. Il ouvre ses portes en 1909. Ils étaient très forts en marketing déjà à l'époque, parce qu'ils s'étaient aperçus que si on attirait les belles personnes, fatalement ça attirerait encore plus de clientèle. Et le dandy de l'époque, au niveau européen, c'était Édouard VII, le roi d'Angleterre. Donc ils se sont dit, on va appeler l'hôtel royal en l'honneur de Sa Majesté le roi d'Angleterre, en lui disant, écoutez, Votre Majesté, nous serons très heureux de vous recevoir. Et il avait dit oui, sauf que malheureusement le pauvre est décédé en 10, et donc on ne l'a jamais vu. Mais par contre, la Queen Mum est venue, elle, ici au Royal, et donc on avait quand même une présence couronnée anglaise ici même. Une suite et un salon portent toujours aujourd'hui le nom d'Édouard VII. Depuis, des dizaines de personnalités ont marqué l'histoire du palace. Parmi elles, l'acteur australo-américain Errol Flynn, grand nom de l'âge d'or hollywoodien. Il était là au moment où l'hôtel a eu son incendie. Il y a eu un incendie en 1957 et Errol Flynn s'est retrouvé sur la pelouse suite à l'incendie. Sacha Guitry aussi a été un personnage du Royal, il aimait beaucoup. Et puis effectivement, la politique a marqué la destination déjà, Évian, puisque vous le savez, en 2003, Jacques Chirac avait décidé de faire son G8 ici même, à Évian, et c'est donc au Royal que les présidents se sont tous retrouvés avec une salle de réunion ici même qu'on appelle toujours G8 d'ailleurs. Par la suite, là, tous les présidents français sont venus sans exception, voilà, jusqu'à notre président actuel, ici même au Royal. L'histoire du Royal est aussi intimement liée au monde du sport et particulièrement du golf. L'Évian Resort, propriétaire du palace, possède en effet le terrain situé à quelques pas d'ici. Un parcours mondialement réputé qui accueille un des 5 tournois internationaux majeurs féminins. La Grange au Lac, salle de concert particulièrement appréciée des musiciens, est également propriété du complexe hôtelier. Elle inscrit pour sa part la musique dans l'ADN de l'établissement. Rénové en 2015, l'Hôtel Royal continue d'écrire les pages de son histoire, entre green et partition, derrière les portes de ses 150 chambres. Certains l'appellent l'Incarnat, connu et reconnu pour ses qualités dans le monde entier. Le marbre rouge du Languedoc orne certains des plus beaux édifices du monde. La basilique Saint-Pierre de Rome ou le château de Versailles en est composé. Ce marbre unique et précieux est extrait de la montagne noire de l'Aude, un site étonnant et titanesque dans lequel nous emmène Anne-Sophie Pellegri pour la rédaction de Via Occitanie. Regardez ce reportage. Nous sommes sur le plateau des Terralbes, sur le piémont minervois de la Montagne Noire dans l'Aude. C'est d'ici que proviennent les marbres qui ornent le Grand Trianon à Versailles et la plupart des édifices religieux et maisons bourgeoises d'Occitanie. Cette carrière est exploitée par la société Cyrnos. Chaque année, Antonio et son équipe extraient de la roche 10 000 tonnes de marbre. Chaque bloc pèse à lui seul près de 800 tonnes. Un travail titanesque réalisé à l'aide d'une scie longue de 3 mètres permettant de désolidariser la roche du sol. Au sommet, une foreuse perce la roche haute de 15 mètres afin d'y glisser un câble. Ce câble est composé de diamants qui permettent de découper la paroi. Il faut y ajouter de l'eau, car sans eau, il est impossible de découper. On glisse le câble du haut de la paroi jusqu'en bas, on le tire jusqu'au milieu de la place. Ensuite, on met la machine en marche sur les rails. Tout doit être en place au bon alignement et que la paroi soit toujours ouverte. En 2020, une touriste a filmé la chute d'une plaque de marbre dont les blocs étaient destinés à la rénovation de la basilique Saint-Pierre de Rome. Ça bascule. Oh là 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 là. Oh, ça tombe. On appelle cette pierre l'Incarnat ou marbre rouge du Languedoc. Le marbre le plus prestigieux et le plus connu en France. Grâce à la proximité du canal du Midi, l'Incarnat s'exporta dans toute l'Europe, très apprécié par Louis XIV et notamment l'Église qui voyait dans la pierre la couleur rouge de la Passion du Christ, associée au blanc, symbole de pureté. Mais il n'est pas le seul type de marbre que renferment les carrières de Cosne.
Il y a le Turquin, le Gris, le Cervelas. Au total, 17 faciès se déclinent et s'étendent dans le Minervois sur 16 km, parcourant les communes de Cosne, Villeneuve et Féline. Sous chacune d'entre elles, c'est près de 400 mètres de couches de marbre qui reposent. Derrière chaque trace, il y a un marteau, un burin, un geste gravé dans la pierre pour les siècles. Les marbrières de Cosne-Minervois sont en accès libre. Des visites sont organisées par l'association des marbrières de Cosne sur réservation auprès de l'Office de tourisme Grand Carcassonne, antenne de Cosne-Minervois. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous.